Madame, Messieurs, bonsoir. Le sujet relatif à la réforme du code électoral se remet au devant de la scène politique. Sept partis politiques de l'opposition se sont mis ensemble pour porter de manière consensuelle la voix de cette catégorie d'acteurs. La rencontre relative a eu lieu hier à Yaoundé, un peu perturbée par l'autorité administrative des CA. On en parle le temps du débrief de l'actualité. Bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue, messieurs et dames, si vous nous rejoignez seulement maintenant dans le cadre de cette émission, le débrief de l'actualité. La question relative à la révision du code électoral est plus qu'actuelle avec ce regroupement hier de 7 leaders des partis politiques de l'opposition, concertation quelque peu perturbée par l'autorité administrative, le sous-préfet de Yaoundé premier plus précisément. Ce soir, nous mettons la question sur la table avec autour 4 acteurs triés sur le volet. Je commence par ma gauche, Pierre K. Bonsoir et bienvenue sur le plateau du débrief. Bonsoir à nos Gefak, merci de me convier à nouveau sur votre plateau. Ça devient une référence pour moi et pour les téléspectateurs. Je suis heureux d'être là. Vous êtes politologue, directeur de la note de conjoncture Sens Politique. Oui, effectivement, et le sujet sur la table a été abordé par notre cabinet de recherche entre le 10 et le 16 mars. Et lorsqu'on apprend que les partis politiques sont à nouveau, ça nous intéresse à double titre pour un peu saisir l'opportunité de le faire aujourd'hui alors qu'il y avait d'autres fenêtres qui étaient ouvertes pour le faire et c'est peut-être bien d'être sur ce plateau ce soir. Juste à côté de vous, Moussa Njoya, bonsoir et bienvenue sur le plateau du débrief. Bonsoir à nous, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. J'en profite pour souhaiter Juma Moubarak à tous les musulmans et très bon vendredi saint à tous les chrétiens qui ont entamé le Triduum pascal depuis hier et je leur souhaite par anticipation bonne fête de Pâques. Alors vous êtes universitaire, politologue également. La question de la coalition des partis politiques d'opposition, vous y avez travaillé à un moment avec certains partis politiques. Oui, nous avons travaillé avec certains acteurs de la société civile. On a organisé, il avait été organisé même dans le cadre de la Grande Palabre, un ensemble de consultations qui a débouché même sur un ouvrage repensé pour refonder l'opposition camerounaise et un ensemble de consultations ont été menées à cet effet. En fait, c'est un sujet ou une démarche aussi vieille que le Cameroun. Et on se rend bien compte qu'on a parfois l'impression d'un éternel recommencement avec les mêmes erreurs, avec les mêmes manquements de départ et généralement, comme on fait son lit, c'est comme cela qu'on se couche. Il s'agit d'une question politique et un homme politique sur ce plateau, ou bien plutôt deux. Je commence par Patrick Ondondon. Bonsoir Patrick et bienvenue une fois de plus sur le plateau du débrief. Bonsoir M. Arnaud Lefak, merci de m'avoir à ce débat. Je crois qu'au terme des discussions que nous aurons sans doute éclairé l'opinion publique nationale et internationale. Militant et cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, communiquant pour le même parti sur ce plateau. Merci d'être venu. Dernier invité sur ce plateau, Arcel Ébé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Ngefak, bonsoir à vos invités. Déjà merci pour l'invitation et bonsoir à vos téléspectateurs. Alors, vous êtes vice-président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, chargé des relations avec la diaspora. Vous êtes surtout le rapporteur de la commission des partis d'opposition engagés dans la réforme du code électoral. Vous étiez hier au siège de l'UDC. Oui, je suis un des rapporteurs, parce que je crois que nous sommes 4 ou 5 rapporteurs. Déjà, il faut savoir que la concertation n'a pas commencé hier, parce qu'on s'est retrouvés au siège de l'UDC déjà la veille. Certaines photos ont filtré et des groupes de travail avaient déjà commencé à plancher sur la question, notamment au Parlement et même d'ailleurs dans toutes les institutions électives. Et ensuite, on a donc ouvert ce débat à d'autres partis. On a convié un certain nombre de partis. Certains ont répondu positivement à notre appel. Et vous avez pu voir donc les leaders hier lors du point de presse. Quand vous dites votre appel, l'appel de qui? D'où est née l'idée?
l'appel des partis présents dans les institutions électives, notamment le SDF, l'UDC, le PCRN, l'UMS. Alors, les principaux partis de l'opposition se mettent ensemble pour la réforme du code électoral. Vous l'avez compris, la rencontre relative a eu lieu. On le disait hier à Yaoundé, au siège de l'Union démocratique du Cameroun, en présence de 7 grandes figures de l'opposition camerounaise. Le point de presse de restitution des échanges a failli se voir disloqué par le sous-préfet de Yaoundé Premier, intervenu de manière inattendue personnellement. Je vous propose de regarder cet élément signé Daniel Anissé Boudier. Nous sommes au siège de l'Union démocratique du Cameroun ce jeudi. Tous les éléments sont réunis pour que débute enfin le point de presse. Soudain survient un intrus, le sous-préfet de Yaoundé Premier, accompagné des forces de maintien de l'ordre. La présidente de l'UDC contraint l'autorité administrative en huis clos pour lui expliquer l'objet de la rencontre. Autour de la table, Maurice Kamto, Cabral Libi, Joshua aussi et les autres leaders de la coalition commencent à perdre patience. Les tensions montent, certains leaders quittent la salle des travaux. La presse reste sur place. Puis, Après de multiples concertations et des coups de fil entre l'autorité administrative et le préfet, la réunion peut enfin se tenir. La déclaration tant attendue est rendue publique. Ces principaux partis de l'opposition ont décidé de s'unir pour la réforme du système électoral, système qui, selon eux, présente beaucoup de manquements. Nous ne pouvons pas immédiatement vous dire, bon voilà, il y a nous à notre niveau ici, chacun peut déjà avoir quelque chose, mais on ne peut pas déjà clôturer ces manquements. Le débat n'est plus sur ces manquements. Pour ceux qui n'en trouvent pas, tant mieux. Mais pour ceux qui en trouvent, ils ont jusqu'au 15. Si au bout, il n'y en a pas, d'accord, on vous convoquera et on vous dira on n'a pas trouvé de manquement, le code est bon, on continue. Une plateforme de discussion est mise en place par les principales parties concernées. Elle est chargée de recueillir jusqu'au 15 avril des propositions de tous bords visant à mettre sur pied un système électoral crédible. Mais nous allons réfléchir avec 2 actions. Une action sur le code électoral consensuel qui va toucher notamment le système électoral et une action sur les modifications des dispositions pratiques. Ces principaux leaders de l'opposition annoncent dès le 15 avril la mise en place d'une stratégie qui va contraindre le pouvoir en place à revoir le système électoral. Voilà, retour sur ce plateau, place au débat. À présent, je commence par vous, Bianca. Voir 7 partis politiques de l'opposition camerounaise, parmi lesquels les plus en vue. On a vu les partis selon les ordres établis par la présidentielle de 2018. Ce n'était pas arrivé depuis un certain temps. Pour vous, qu'est-ce qui peut être la motivation de ce regroupement, on va dire, réussi tout au moins? Est-ce que c'est la pertinence et le consensus autour du sujet, ou bien la prise de conscience, ou bien la nécessité de se mettre ensemble? Non, ce n'est pas tant ça. C'est qu'il faut un peu regarder depuis le retour du multipartisme au Cameroun en 1992. Il y a une constance qui se dégage. On est dans la logique du dégagisme. Paul Biya Mosgo, Paul Biya doit partir. C'est resté de manière lacunaire d'une élection présidentielle à une autre. Et celle de 2018 a un autre fait qui ressort, c'est le jeunisme. Le jeunisme, là, pour dire, peut-être ceux qui gouvernent sont vieux, il faut laisser la place aux jeunes. Vous voyez, la tendance, souvent, c'est la transition intergénérationnelle. Tout ça peut peut-être justifier ce qu'il y a là. Et peut-être, ça peut aussi poser un problème d'accord, de cohérence de chaque parti, parce que parmi ces 7 partis politiques, il y a ceux qui sont restés dans une logique d'anti-système, qui se retrouvent avec des gens qui ont collaboré avec le système. Quand je dis collaborer, ce n'est pas le sens péjoratif. Ce sont des gens qui, sur la matière code électoral, ont quand même pris part aux élections par le passé. On a vu, après l'élection 2018, le contentieux post-électoral nous a montré un peu les griefs. Mais ils sont restés calmes. En février 2020, il y a eu des élections.
tous les représentants de l'opposition institutionnelle là, sont partis aux élections avec ce code. En face, ils avaient des gens comme le MSC qui dit « je ne pars pas aux élections tant que le code n'est pas réformé ». Ça pose un problème aujourd'hui de le voir autour de la table. Mais lorsqu'on creuse, et Axel a commencé à le rappeler, c'est l'opposition institutionnelle qui appelle les autres. Peut-être c'est la nouvelle forme de gouvernance de l'opposition qui ne s'oppose plus entre elles, mais qui veut collaborer. Mais collaborer laisse des crasses. Ça laisse des crasses entre, d'un camp les vainqueurs, ce que je peux appeler les vainqueurs, Toumano Ndamjoya qui a réussi avec brio de réunir autour de sa table tous ces acteurs. C'est un leadership féminin qu'il faut saluer en ce moment-là. Maintenant, en face, il y a deux camps véritablement opposés. Je tiens à le dire d'entrée de jeu. C'est Maurice Kamto, sa posture radicale, et les autres. Un peu plus flexible. Plus flexible, et ça pose un problème. Est-ce qu'il va sous-traiter Maurice Kamto aujourd'hui? Est-ce qu'il va sous-traiter ses demandes jusque-là radicales aux autres représentants à l'Assemblée nationale? C'est là tout l'enjeu. Sauf que jusqu'à hier, il se discutait qui est l'initiateur. Le PCRN se présente en leader dans l'affaire avec le SDF. Et aujourd'hui, la communication du MSC a commencé à nous donner les tendances. On vous dit, il y a une semaine, M. Kamto n'était pas au courant de tout ce qu'il parlait. Est-ce qu'il a été appelé à la dernière minute pour... l'avenir nous dira, on continue à scruter et voir un peu les évolutions sur ce dossier-là. Alors, Arcel Ebé, vous êtes partie prenante et vous, est-ce qu'en plus de ce que vient de dire Bianca, ou bien est-ce que vous avez des éléments un peu plus fournis quant à la motivation de ce regroupement qui a réussi à se tenir quand même hier entre les partis de l'opposition? Déjà, il faut rappeler que la réforme du système électoral n'est pas uniquement le fait ou du moins une proposition des partis d'opposition. Et l'ECAM, qui est l'institution qui régisse les élections au Cameroun, lui-même a déjà proposé des pistes de réforme du système électoral dans un rapport qu'ils ont publié dernièrement où ils réclamaient notamment le bulletin unique ou même simplement la constitution du dossier de candidature au sein de l'ECAM, qui est un seul point un guichet unique pour la constitution des la deuxième fois et même que le paiement des cautions. l'ECAM met dans son rapport la nécessité de révision du code. Exactement. Donc, je ne vois pas en quoi est-ce que ça choquerait les gens que certains partis d'opposition. En fait, nous sommes sur l'élément motivation. J'en viens. Donc, c'est pour vous dire que la motivation est partagée par plusieurs acteurs du champ politique, y compris l'ECAM, y compris même d'ailleurs certains cadres du moins députés du parti au pouvoir qui, dans les couloirs de l'Assemblée, pensent eux aussi qu'il serait opportun de toiletter un peu le système électoral au Cameroun. Maintenant, nous ne sommes pas naïfs, on sait que ça va être compliqué. Déjà, il y a des aspects constitutionnels qui vont être difficiles à modifier. On sait que c'est compliqué dans un pays de modifier une constitution à chaque fois. Notamment, je sais que il y a un point qui tient à cœur à beaucoup d'observateurs de la politique, c'est la fameuse élection à 2 tours. Vu que c'est l'élection à 1 tour est définie dans la Constitution. Donc, si on veut passer à une élection à 2 tours, il faudra modifier la Constitution. Donc, vous imaginez bien que on se doute que c'est un peu compliqué, oui. Mais tout cela passe par l'Assemblée nationale. Donc oui, évidemment, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que les partis d'opposition représentés à l'Assemblée nationale ont décidé de porter ce projet qui sera d'ailleurs une proposition de loi une fois que les travaux auront abouti. Alors, si jamais on en arrive à... Vous allez finir à vous aurez le temps de finir. Je voulais comprendre, pour ne pas perdre le fil, vous êtes en train de nous dire précisément que l'initiative vient des partis représentés à l'Assemblée nationale, notamment, puisque pour le cas... C'est la 3e fois que vous me le faites de le répéter. Donc je crois que vous avez vraiment du mal à suivre le fil. Je vous le redis une dernière fois. D'accord, ok, je vous le redis une dernière fois. Si vous voulez même, on peut aller dans les détails. L'honorable Joshua aussi a eu l'idée de porter, de créer un groupe de travail qui va réunir les partis d'opposition. Et évidemment, ça s'est d'abord mûri à l'Assemblée, où sont représentés l'UMS, l'UDC,
et le PCRN, on a eu l'idée ensemble de créer ce groupe de travail. Au départ, on s'était même dit que ça va peut-être rester entre les partis d'opposition représentant à l'Assemblée nationale. Mais ça n'a aucun sens. Parce que le code électoral touche tous les partis. Tous les partis politiques légalement créés au Cameroun peuvent se présenter à une élection. En tout cas, une élection législative ou municipale. Donc, c'est normal de recueillir des contributions venant de toutes parts. D'ailleurs, si vous relisez le communiqué, vous voyez qu'on élargit même à la société civile. Parce que le code électoral touche tous les Camerounais. Donc, c'est important. On nous dit souvent que on critique et on ne propose rien. On s'est réunis, on va produire un document qui contiendra les propositions d'une réforme du code électoral, voire d'un nouveau code électoral, et on déposera à l'Assemblée au moment venu. Je pense que dans le meilleur des cas, ce sera à la session du mois de juin. Alors, Moussa Njoya, le débat relatif à la révision du code électoral n'est pas nouveau. La session parlementaire du mois de mars est finissante. La prochaine échéance électorale est encore, on va dire, lointaine. Est-ce que vous comprenez l'opportunité de ce regroupement des partis politiques? Pourquoi maintenant? Je vais vous dire une chose. Chaque fois que les partis politiques ou les leaders de partis politiques commencent à s'ennuyer du fait du déchargement de l'agenda politique dans notre pays, ils pensent au code électoral. Je veux dire que comme toutes les élections sont maintenant finies et que les plus proches de nous, si nous suivons le calendrier normal, c'est mars-avril 2023, à savoir les prochaines élections sénatoriales, les gens sentent que pour exister politiquement maintenant, ça sera très compliqué. Les Camerounais sont revenus à une vie tout à fait normale et ordinaire. Vous n'avez qu'à voir les titres de presse des journaux aujourd'hui, ça porte plus sur la vie chère, sur les accidents de la circulation, sur les divergences d'opinion qui existeraient à propos de la rentrée scolaire, sur la maladie du Covid-19, pour vous dire que les Camerounais sont revenus à leurs préoccupations quotidiennes. Alors, face à cela, les entrepreneurs politiques qui n'ont rien d'autre à proposer, d'abord en termes de bilan, ça fait 1 an que les gens sont dans les mairies. Personne ne vous dit qu'en 1 an, on a fait ceci. J'ai eu l'heureuse révélation le jour de constater que seule la mairie de Bafoussam 1er a mis ses conseillers municipaux dans un cas pour faire le tour, pour dire voici ce que nous avons fait depuis 2020. Tout ce qu'on a comme... Pire encore, vous avez des batailles, je pourrais dire, à l'intérieur des différentes formations. Le plus notable étant... la plus notable de ces batailles étant celle du SDF, mais pas que. Vous avez suivi les bruits de bottes qu'il y a eu à l'UMS, comme par hasard, entre le maire de Bafang et son président, M. Kwemo. Je ne parle pas du PCRN, où il y a eu une tentative d'impeachment et de destitution, pas plus tard que récemment, du maire de Zeka, c'est la Bérésina là-bas, sortant de la déconvenue de l'élection régionale. Pour vous dire que vous avez des gens qui ont soit des problèmes internes. La loi SM, quand on veut détourner l'attention, on crée un ennemi extérieur. Je parle là sous le contrôle de Pienka. Absolument. Voilà. Donc, comme on n'arrive pas à s'entendre à l'intérieur, comme on n'a pas de bilan, et comment on se tourne le pouce, puisqu'on n'a pas de programme. Chez nous, les programmes politiques, c'est quoi? C'est la jeunesse. Je suis jeune, il faut me voter. C'est les réseaux familiaux. Mon mari, quand il ne peut plus être député, je deviens député, et quand il décède, je deviens maire à sa place et je prends la tête du parti, quitte à chasser le vice-président de manière cavalière. Vous avez des gens qui ont pour programme politique le tribalisme, ou encore pire, des gens qui ont pour programme politique, comme il parlait tout à l'heure, le dégagisme pour bien à Moscou. Mais il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de programme politique. Et par voie de conséquence, il n'y a pas de bilan. Il s'agit de la politique. Tout le bilan. Non, écoutez-moi. Tout ce que les gens ont comme pour bilan, ce sont les millions qu'ils ont perçus à l'Assemblée nationale en termes de micro-projets, de crédits de véhicules et de salaires dont ils ne peuvent pas justifier de l'utilisation. Ce sont les budgets, les dotations des centimes communaux. Ce sont les dotations de la décentralisation qu'on revendique qu'ils soient respectés. Ce sont, bref, tous les avantages dont on ne peut justifier de l'usage auprès des populations. Quel maire a fait quoi depuis 1 an? Personne ne vous en parle. À l'heure si qu'on parle, au mois de mars, début avril, les gens devaient être en train de nous dire qu'au bout d'1 an,
voici ce que nous avons fait. Vous avez vu Paul-Éric King, père à son âme, a dit j'ai donné l'eau, j'ai commencé l'éclairage de Njombe Pinja, etc. Rien du tout. Alors, face à cela, les gens vous sortent une affaire de code électoral du chapeau. Je termine là-dessus. Allez-y, Moussa. Il faut que les Camerounais sachent que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et je reviendrai tout à l'heure sur des éléments bien précis. Quand nous sommes sortis de l'élection de 2011, les gens ont créé ce qu'on avait appelé le G7 à Yaoundé. Comme par hasard, toujours cette partie politique. À l'époque, vous aviez l'ADD, le SDF, l'AFP, et ça se tenait toujours au siège de l'UDC. Élargi à la dynamique orange, élargi à la société civile, comme je disais tout à l'heure. Ils sont même allés plus loin. Ils ont rédigé le pacte républicain. Il disait 3 choses principalement. L'obligation pour tous les partis politiques d'opposition d'être des partenaires et non des adversaires. Deuxième principe, l'obligation pour tous les partis politiques de mutualiser leurs forces lors de toutes les élections à venir. Troisième obligation, l'obligation pour tous les partis politiques de faire preuve d'objectivité, d'esprit d'ouverture et d'honnêteté. Et 10 ans après? Qu'est-ce qui s'est passé? Tenez-vous tranquille. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que au mois d'août, ils signent un communiqué. Vous voyez un peu. Novembre, 3 partis politiques disent qu'ils ne sont plus avec le SDF, à savoir l'AFP, l'UDC et je crois que c'était quel parti. Bref, je vais me rappeler tout à l'heure. Il y a 3 partis et le CPP. Voilà. Ils disent qu'ils ne sont plus avec le SDF. Parce que le SDF, lors de son congrès d'octobre, avait invité le RDPC. Ils disent que le SDF a partisé avec le RDPC. Ils ne sont plus d'accord. Ils se retirent. Ils ont signé leur communiqué qui disait qu'ils ont ratifié un nouveau pacte républicain pour aller. 2013, élection sénatoriale. Première expérience du pacte républicain, ça a volé en éclat. Chacun allait faire ses élections dans son coin. L'UDC allait candidater sans plus informer le CPP ni l'AFP. Chacun allait de son côté. Plus grave encore, vous avez vu que le SDF a été récompensé en 2013 par les fameuses consignes de vote du RDPC en faveur dans la Damawa et à l'Ouest qui a donné 14 sénateurs SDF. Pour vous dire que, je vais terminer par un point. Et ça confirme peut-être le rapprochement. Les gens sont la qualité des acteurs. Quand vous voyez la représentativité des acteurs qui étaient là hier, Joshua aussi, sur la tête de qui prend balance un 8-2. Et je vais vous dire que quand je l'ai vu hier, j'ai appelé 2 ou 3 Irak du SDF les plus haut placés. Ils ont dit qu'ils ne savaient même pas que Joshua était à Yaoundé. Pour vous dire que voilà des gens qui partent engager un parti politique sans même consulter leur hiérarchie, ne parlent même pas de la base. Monsieur Zipan, le MP, nous on sait que Jean-Jacques Kindi a quitté le MP, il est allé dans le RDPC, il n'y a pas encore eu de congrès. Monsieur Zipan parle au nom de qui? J'irai plus loin. Il a parlé tout à l'heure de l'opposition institutionnelle. Il y a 34. Ce n'est pas ce que j'ai dit, c'est lui qui a dit opposition institutionnelle. Il y a 34 partis politiques représentés dans les institutions. Ils ont choisi, plus grave encore, le MP n'est pas dans les institutions, ni le MRC. Qu'est-ce qui justifie que ce soit ces acteurs-là qui ont choisi de se mettre ensemble? Et j'ai fini par le contredire sur un point. Il dit que l'honorable Joshua, le communiqué de l'UDC tout à l'heure ne dit pas la même chose que ce que vous dites là. Le communiqué de l'UDC dit que c'est Mme Tomaino qui a pris l'initiative de réunir... C'est pourquoi je salue son leadership. S'il vous plaît. De réunir, continuez. C'est Mme Tomaino qui a pris l'initiative de réunir ces acteurs politiques-là autour d'elle. Donc voilà des gens qui ne s'entendent pas. Qui est l'auteur de l'affaire? Le PCN dit que c'est Joshua. Certains disent même que c'est Cabral. D'autres disent que non. L'UDC dit que c'est nous. Le MSC dit qu'il y a une semaine, on n'était même pas au courant. N'oublions pas que, pas plus tard que le mois de mai 2020, le PCN nous disait encore que les affaires même du code électoral, ce n'est pas un panacée. Vous comprenez un peu? Donc quand vous voyez ces conglomérats-là, je dis souvent la politique c'est comme la diététique. On ne mélange pas le coquille, le ndolé, le héros et le haricot dans le même plat. Donc quand vous voyez ce genre de mélange-là, c'est parce que les gens veulent peut-être soigner leur oisiveté politique. Alors, est-ce que je peux prendre la peine de répondre juste à ça? Vous allez répondre, vous aurez le temps de répondre. Je voudrais d'abord poser la question à Patrick. C'est vrai, votre parti, c'est
le parti au pouvoir. Votre parti ne pouvait pas faire partie de ce regroupement. Mais je voudrais vous demander... Encore qu'ils peuvent avoir des contributions. Quel est le poids au plan politique de ces 7 partis dans notre environnement? On a cité le MRC, l'UDC, le PCRN, MP, UMS, SDF et USDP. Leur poids politique tourne autour de 20, peut-être 25, 22, entre 22 et 25% peut-être. Donc, et ça ouvre une considération politique dans votre parti? La considération politique comment? Quand vous regardez ce regroupement, vous regardez l'aspect évolutif des choses. Est-ce que ça ouvre une réflexion dans votre parti? On a vu la réaction de votre parti à travers le secrétaire national chargé de la communication. On va en parler tout à l'heure, mais je voudrais comprendre, est-ce que ce regroupement ouvre un aspect de réflexion dans votre parti? Disons que lorsque les partis qui sont dits d'opposition, n'est-ce pas, se rassemblent, ce qu'ils font, à défaut de nous intéresser, à défaut que nous puissions même nous-mêmes y participer, nous ne pouvons que, n'est-ce pas, jeter un regard curieux sur ce qui est en train d'être fait. Et je crois que je vais m'associer à tout ce que M. Moussa Njoya disait, parce que vraiment, si ça sortait de moi, on allait dire que non, c'est le RDPC qui parle. Voilà. Mais comme ça sort de quelqu'un qui est neutre. M. Moussa Njoya, il est neutre, il n'a pas sa langue dans la poche. Quand il doit dire quelque chose, il le dit de manière sincère. Donc, vous comprenez pourquoi je m'associe à ce qu'il a dit. Et pour m'interroger. Et donc, cela ne vous fait ni chaud ni froid. Disons que, nous regardons ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas eu de coalition dans la perspective de 2025 qui appelle à la réflexion stratégique au sein du RDPC. Est-ce que cette coalition ne réveille pas le RDPC à réfléchir sur d'autres paramètres? C'est possible que ça puisse nous intéresser, nous réveiller. Mais vous savez, nous sommes sur un terrain politique. Généralement, quand il y a élection, nous allons au charbon et l'expérience a prouvé que le peuple nous fait confiance sur un certain nombre de choses. Donc, nous comptons, n'est-ce pas, sur le peuple. Alors, Bianca, le cadre reste ouvert. Toutes les contributions sont attendues. C'est ce qu'ils ont écrit justement dans le communiqué final. Et justement, Assel Ebe, qui est l'un des rapporteurs, nous disait qu'ils en reçoivent. Et ce, jusqu'au 15. Est-ce qu'il y a possibilité d'une plus large ouverture de ce cadre de concertation selon vous? Moi, je pense qu'il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Si on n'est plus dans la Grèce antique, où la politique se faisait dans la rue, à l'agora, on ne peut pas, dans un pays, des questions comme celle-là, c'est l'élite politique qui parle. Et l'élite politique peut se retrouver. Vous savez, prenons chacun des acteurs. En 2013, lorsque le MRC participe à cette élection, ils sortent avec un résultat, ils font des propositions, ils présentent. CPP, Cameroon People's Party de Kawala, est logique depuis 2011. Si on ne modifie pas, nous on ne fait rien. Et la même manifestation chaque vendredi, son vendredi noir, pour manifester pour certaines choses et tout. Personne ne la suit. C'est pourquoi je parle d'opportunité depuis. L'opportunité, je ne mime pas un homme politique qui a dit 2025 est lointain, mais c'est certain, mais c'est lointain. Ce que je dis, c'est que nous sommes au temps de la diversion. Et là, s'il y a quelque chose à regretter, c'est l'action de l'opposition institutionnelle. Pourquoi je le dis? Ils ont bien fait, à un moment donné, là c'est la carrière militante que je convoque, ils ont bien fait d'aller aux élections en février 2020. Dès mars, une fois les répartitions, les ressources symboliques du pouvoir connues, dès mars, on engage un plaidoyer pour refaire le code électoral, qui prendra 4 ans. Or, actuellement, en leur deuxième année, ça coïncide avec la seconde vague du Covid au Cameroun. Les Camerounais veulent savoir ce que l'État fait des 150 milliards de francs dépensés la première année. Est-ce que vous savez que Oka est le seul centre actuellement à Yaoundé pour recevoir et aller là-bas?
C'est devenu quoi? Oh, il y a eu 150 000. Centre spécialisé. Spécialisé, oui. Mais les malades de Covid... Non, c'est l'urgence d'abord, monsieur. L'urgence d'abord sur cette affaire, c'était Oka, c'était les stades qu'on a utilisé. Où est ce matériel? Pourquoi on n'a pas trouvé un espace aujourd'hui? C'est ça, d'abord, l'action. Pourquoi je le dis? Je le dis de manière pas sévère, je n'ai pas le droit de le dire, mais c'est une colère saine parce que la révision du code électoral est actée. Au sein du RDPC. Peut-être insistons un peu plus, Pierre K, parce que vous avez évoqué cela et Moussa Njoya le disait déjà tantôt. Insistons un peu sur la question d'opportunité. Moussa Njoya a parlé de l'ennui un peu des hommes politiques à une trêve politique. Mais je voudrais comprendre, parce qu'on vient de nous dire que les acteurs initiateurs sont ceux qui siègent à l'Assemblée nationale. Oui. Est-ce qu'on peut être en train de siéger à l'Assemblée nationale et s'ennuyer en même temps? Non, c'est possible qu'il n'y ait pas de la matière. Laissez-moi terminer. C'est possible qu'on se retrouve à l'Assemblée, on n'oriente pas bien sa matière. Sa matière, c'est quoi? Il y a des sujets brûlants. J'ai parlé du Covid. J'ai parlé, au lieu que l'honorable, peut-être Cabral, répond. Où je sois aussi. J'ai appelé ça diversion politique 2 heures avant que le communiqué final ne sorte. Parce que j'avais vu ce qui se préparait. Ça serait ce jeu de ping-pong entre les correspondants, de telle sorte que on ne saura pas. Je vous prends un cas pour chuter par là. Le président de la République a autorisé les recrutements dans les universités. C'est autorisé. 1 an s'est écoulé. On n'a rien sur la seconde vague. On n'a rien sur la troisième vague. Eux, ils sont députés. L'action, c'est quoi? C'est de contrôler ces gens-là. De quoi il est question aujourd'hui? C'est en partant contre le refus des marchés publics. Non, justement, si c'est une logique, parce que... Non, monsieur, non, ce qu'il dit est pertinent parce que même au sein des partis dits radicaux, là, anti-système, il faut désormais interroger leur loyalisme même au parti. Il y a des gens en interne dans ces partis, nous avons des preuves, qui coalisent avec le pouvoir la nuit. Et c'est pourquoi lorsque j'ai fait ma lorsque je parle de diversion, je parle de playback. En réalité, on fait des choses la nuit et on vient au devant de la scène et tout. Ça pose un autre problème de loyalisme, de loyauté et de tout ça. Et même de gestion des sujets majeurs de la vie nationale. Le code électoral, c'est acté. Il a dit, Elekam, allez lire les recommandations de l'Union africaine, les recommandations de l'Union africaine de 2018. Vous verrez à l'intérieur, on a dit ce que le président de la République doit faire pour Elekam, ce que Elekam même doit faire. Est-ce que la rigueur, on doit mettre ça dans une loi? La rigueur des employés de l'ECAM, l'intégrité, le contrôle du vote par eux-mêmes, on doit mettre ça dans une loi. Mais il y a aussi des aspects qu'on doit mettre dans la loi. Non, il y a des aspects, voilà. oui. Mais je voudrais peut-être avec Arsène Ebé, d'abord, vous voulez réagir aux propos de Moussa Njoya et de Pierre K, rapidement, avant que je vous pose ma question. Oui, enfin, surtout aux propos de M. Moussa Njoya, qui dit que la réunion d'hier, c'est le fruit de l'oisiveté des acteurs politiques. Franchement, je trouve ça hallucinant. C'est-à-dire que c'est une méconnaissance des actions. Moi, je parle évidemment du PCRL. C'est une méconnaissance des actions du parti que je représente sur le terrain. Vous nous parlez par exemple du maire de Bafoussam qui a fait qui a installé. Non, du moins, vous parlez de Paul-Éric Ngué. Oui, laissez-moi terminer. Oui, l'urgence de la révision. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. L'opportunité. Allez-y, Arsène. Donc, je disais. Il parlait de Paul-Éric Ngué qui a fait installer l'éclairage public dans sa ville. Qui a donné aussi des points d'eau. Exactement. Mais on l'a fait. Si vous allez à Konjok, l'éclairage public a été installé par le maire Lombat et il y a eu un rapport dessus. Pas plus tard que ce Non, vous ne pouvez pas laisser des gens dire des bêtises sur votre plateau et quand on veut les corriger, vous nous dites que ce n'est pas le cas. Mais parce que vous dites des bêtises, vous nous traitez. C'est ça dont de me couper. Heureusement on nous traite d'oisifs. On nous traite d'oisifs sur votre plateau et vous
ne me permettez pas de répondre à la hauteur de ça. Bon, maintenant, on va revenir. Ok. Maintenant, il nous parlait du tour du maire de Bafoussam avec ses conseillers municipaux pour montrer ce qu'il a fait. Le maire des Eka, qui aurait été presque victime d'un coup d'État, selon M. Moussa Njoya, a également fait un tour de la commune avec ses conseillers municipaux pour montrer ce qu'il a fait sur le terrain. C'est-à-dire, on peut reprocher tout au maire des ECA, mais pas la qualité de son travail. Et il faut être aveugle pour ne pas voir ce qu'il fait sur le terrain. Maintenant, moi, bon, je vois que quand peut-être M. Moussa Njoya, pour tromper son oisiveté, aime pérorer sur les plateaux politiques, mais je pense, les plateaux de télévision politique, mais je pense qu'il ne va pas au fond des choses. Je prends l'exemple du tweet. Je vais me permettre de vous faire un petit cours. N'allez pas penser que je vous insulte. Déjà, on ne dit pas une panacée, on dit la panacée. Panacée vient du terme grec panakeia, qui est le remède à toute chose, au mot physique, au mot mentaux, au mot spirituel. Donc, je veux en venir au fait que lorsque le président national du PCRN dit le code électoral, ce n'est pas la panacée, ça veut simplement dire que le code électoral, ce n'est pas le remède à tous les maux politiques qui gangrènent le Cameroun. Mais s'il veut être rigoureux dans son analyse, il va plus loin dans le tweet. Parce que, à la suite de ça, le président national dit qu'il est prêt à se réunir sur une table avec tous les acteurs politiques pour penser à des amendements. Laissez-moi terminer. Pour penser les amendements à ce code électoral, voire à l'écriture d'un nouveau code électoral. Et ensuite, il conclut dans ce même tweet en disant que la solution, ce ne sera pas la révision du code électoral, mais ce sera le peuple. C'est-à-dire qu'il faut que le peuple s'inscrive massivement sur les listes électorales, vote massivement et surveille massivement le vote. Maintenant, M. Pierre K disait tout à l'heure que la révision du code électoral serait déjà actée. Ouais. Déjà, effectivement, vous le rappelez, moi aussi je le rappelais, il y a eu des propositions de l'ECAM. Je suis d'accord. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas donc partager nos réflexions? Non, c'est l'opportunité. C'est l'opportunité. Depuis, je questionne votre action sur l'opportunité, c'est-à-dire, vous avez laissé, la plupart des acteurs représentants de l'opposition institutionnelle ont laissé les élections se dérouler en février. Une fois les élections élues pour certains, une fois passées, ils se sont retrouvés pour poser le problème maintenant, pour préparer autre chose. Ça paraît un peu antinomique à la logique, finalement. On ne sait pas ce que vous voulez. Vous savez ce que vous m'auriez dit si jamais on n'était pas parti aux élections en disant que tant qu'il n'y a pas de révision du code électoral, on ne peut pas se présenter aux élections. Bah, vous m'auriez dit que vous n'êtes même pas dans les institutions électives et vous voulez modifier le code électoral. Donc aujourd'hui, nous sommes allés aux élections de 2020. Non, nous sommes présents dans les institutions électives. Donc on peut se permettre de porter une proposition de loi à l'Assemblée. Va-t-elle prospérer? On n'en sait rien. Mais nous allons tout faire pour. Parce que, bon, il faut bien qu'on trompe notre oisiveté. Alors, je voudrais d'abord, avant Moussa Njoya, avec Patrick d'abord, parce qu'on connaît un peu les coups politiques chez nous. On a parfois vu des partis très facilement phagocytés par votre parti, le grand parti au pouvoir. Comment, dans les cadres de concertation comme cela, on mesure la sincérité des acteurs? Non, je crois que... Est-ce qu'il y a sincérité des acteurs? Ça, c'est des questions que l'on est en train de se poser, mais je ne crois pas. Étant donné que lorsqu'il y a véritablement enjeu, on ne voit pas ces partis dits d'opposition prioriser, n'est-ce pas, les intérêts même de l'opposition avant de faire allusion aux intérêts du peuple. Donc, je crois que ça va effectivement en droite mesure de l'oisiveté dont parlait M. Nka et M. Moussa Njoya, parce que nous ne sommes pas, il n'y a pas d'opportunité actuellement, n'est-ce pas, à parler de révision du code électoral. Et puis, je voudrais vous faire savoir que lorsqu'on parle de la révision du code électoral, il y a un Parlement qui se charge, n'est-ce pas, de faire ce genre de révision, de légiférer ici. Et depuis que la démocratie est rentrée ici au Cameroun, toutes les lois, n'est-ce pas, ont été, n'est-ce pas, revues et corrigées, n'est-ce pas, par la majorité qui est la majorité du RDPC. Aujourd'hui encore, si le peuple estime nécessaire, les parlementaires, n'est-ce pas, du RDPC de manière majoritaire pourront effectivement, si le juge nécessaire, travailler sur le code électoral si c'est nécessaire.
Pour le moment, ce n'est véritablement pas nécessaire. C'est pour cela qu'un de nos camarades a taxé cette réunion de fantasmagorie et d'illusionnisme qui, en réalité, ne sert qu'à des intérêts personnels. Parce que si aujourd'hui on demandait aux députés qui sont là, où sont passés l'argent des micro-projets PCRN et du SDR, ils ne pourront pas nous dire, n'est-ce pas, ce qu'ils ont fait en un an. Oui, on pose la même question aux députés. Je peux répondre, parce qu'après on va me dire qu'il ne faut pas faire le bilan. Donc, on critique les gens aiment beaucoup plus parler. Les gens aiment beaucoup plus parler, mais les gens ne réalisent rien. Ce n'est pas le fait. Il y a énormément de réalisations sur le terrain, monsieur Odondo. Parler et de dire des choses qui ne sont pas vraies. L'honorable Nouran a formé, je ne sais pas, a formé 1000 jeunes au métier de la pisciculture, a créé des forages. Je vous donnerai la parole tout à l'heure pour que vous nous non, mais la mauvaise foi se soigne aussi. Sur la question de Patrick de tout à l'heure. Mais je voudrais, avec Moussa Ndioya, je connais un peu votre sens de pardon. Je vous prie de ne pas verser dans des taquineries. Mais je voudrais questionner cette sincérité. Est-ce que dans les regroupements comme ceux-là, on ne devrait pas questionner un peu la sincérité des acteurs? Vous savez, moi, je ne vais pas répondre. Vous savez que moi, je suis toujours très amusé de voir les Africains, les Camerounais qui se revendiquent de bien parler français et que par conséquent, ils peuvent vous dire que nous avons fait nos résolutions, est-ce qu'elle va être acceptée? Concordance du temps. Maintenant, pour vous dire que, pour revenir à ce qu'il y a de plus important, dans tout ça, la sincérité, en fait, dans le domaine de la politique, ce qui compte, c'est ce qui est fait, ce qui se voit. La politique n'a pas pour vocation de sonder les âmes. On n'est pas dans la religion. Alors, pour ce qui est plus intéressant ici, c'est de s'interroger que telles que les choses sont faites là, est-ce qu'on peut avoir un résultat différent de ce qui a été fait avant? En passant, le troisième parti qui s'était retiré tout à l'heure, c'était plutôt le PADEC, pas le CPP. Vous remarquez qu'en 2011, Jean de Dieu Momo accusait Fundi de trahison. Bon, regardez ce qui s'est passé après. Pour vous parler de la démarche des acteurs, premièrement, quand vous voulez qu'une pareille démarche ait un sens, la première des choses, c'est la consultation de la base. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'était passé en 2011 et en 2004, surtout lors de la coalition, la fameuse coalition, où Fundi s'est retiré? Ils ont commencé un processus en avril 2003 et en le 11 septembre 2004, à un mois des élections, Fundi part à Bamé dans Katimini, dit que sa base a dit qu'il doit être candidat, il est revenu. Voilà comment la coalition vole en éclat le 15 septembre 2004 parce que chacun commence à courir pour être candidat de son parti. On a quelques heures de la conclusion des listes. Vous comprenez un peu? Premièrement, il faut que chacun consulte sa base pour que demain, quand tu vas prendre les engagements, tu ne viennes pas nous dire que ta base t'a dit de faire le contraire. Ça, c'est d'un. Deuxième chose, il y a un problème, on se rassemble par bord idéologique. Absolument. Vous comprenez un peu? Les gens, par paresse intellectuelle et inculture politique, nous disent que les bords idéologiques n'existent pas en Afrique. C'est faux. Quand vous allez au Sénégal, vous n'avez pas les libéraux là-bas, les socialistes là-bas au Sénégal. Regardez comment la politique se déroule au Sénégal. Vous comprenez un peu? Ici au Cameroun, les gens ont décidé mais elle n'est pas aussi sereine que ça. S'il vous plaît, non, ce n'est pas la sérénité qui est question, c'est l'organisation et la vivacité, la vitalité qui nous intéresse. Lorsque vous avez un pays où les gens ont pour programme politique en tout et pour tout leur jeunesse, les gens ont pour programme politique leur appartenance à une famille ou à une tribu, ils disent que c'est notre tour. Vous comprenez un peu? On y va où? Les gens peuvent venir nous citer les bilans épisodiques et sporadiques ici et là. Je répète bien qu'à l'heure-ci, le débat des partis politiques devait être la présentation de leur bilan. Vous comprenez un peu? Ça ne devait pas être un problème de code électoral dont la question va se poser au plus tôt dans 2 ans, en 2023. Ça, c'est d'un. La troisième chose dont je voulais parler en termes de méthodologie, c'est celui du cadre logique. Quand vous faites un projet et que vous voulez être franc, vous déclinez un calendrier d'action avec les indices objectivement vérifiables. Vous dites que nous avons jusqu'au 15 mai, par exemple, pour consulter les acteurs. Indice objectivement vérifiable, le nombre d'acteurs consultés et leur qualité, la quantité et la qualité des acteurs.
Vous dites que jusqu'au 30 septembre, nous allons rassembler et produire le rapport des contributions. Objectif, indicateur, le rapport qui sera produit. Et nous nous donnons jusqu'à telle date pour vous produire nos résolutions finales. Vous comprenez un peu? Ils ont signé un communiqué là où en dernier paragraphe, ils disent que les acteurs s'engagent à rester dans le processus jusqu'à l'échéance. Ils n'ont aucun encadrement en termes de délai. Ça, c'est l'ouverture au banditisme idéologique qu'on a toujours vécu. Rappelez-vous en 2016, juillet 2016, pour finir. Juillet 2016, parce que l'histoire est le principal instrument de travail du politologue, du sociologue. Rappelez-vous en juillet 2016, ils se sont réunis au siège du MRC. On leur a même versé l'eau, on était venu arrêter la réunion. Ils se sont engagés. C'est là où Stand Up Cameroun est né, qui a donné naissance plus tard au vendredi en noir. Pour le projet de code électoral par rapport aux élections de 2018. 2017, chacun allait dans son côté. Kawala aujourd'hui seul. Qu'est-ce qui explique qu'une dynamique visant la modification du code électoral à Nongifak, vous n'avez pas un Hilaire Kamga, qui était le rapporteur S'il vous plaît, lorsque vous voulez faire un travail normal, vous consultez d'abord en amont. C'est-à-dire que vous faites des consultations. Quand vous réunissez même la plateforme, cette plateforme-là, je termine là-dessus, devait plus avoir de sens si c'était une plateforme d'action. Pourquoi? Quand vous m'appelez pour l'émission, vous me dites, Joya Moussa, j'ai lu les 15 propositions que tu as fait dans Défi Actuel. J'ai lu ce que tu as écrit sur ta page Facebook, je veux que tu viennes au débat. C'est par rapport à ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait. Pareil pour Valenka. Vous comprenez Pienka, autant pour moi. Et le PCN parce que vous étiez à la plateforme hier. Le RDPC parce que M. Famendongo a réagi comme cela. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que des gens qui se réunissent et disent qu'ils se réunissent d'abord pour voir ce qu'ils vont faire après, ce sont des bandits idéologiques qui veulent masquer leur oisiveté. Par contre, je voudrais qu'en 2 phrases, vous précisez quelque chose, Moussa Njoya. Est-ce que pour vous, c'est les acteurs qui font problème ou bien c'est l'opportunité qui fait problème? Les acteurs d'abord. Pourquoi? Parce que vous avez un acteur qui vous a dit hier qu'il a été élu grâce à ses codes. Et que ces codes, comme son vice-président qui parle latin et grec là tout à l'heure nous racontait, n'est pas la panacée. Et que pour lui, ce qui importe, c'est de mobiliser les électeurs. Vous comprenez un peu? Subitement, il vient entrer dans une dynamique d'union. Vous avez oublié le milieu du tweet une nouvelle fois. Depuis ce jour-là, il parle déjà de la dynamique d'union. Arcel, je vous promets, après lui, vous allez réagir. Je vous promets. Quand je vous parlais de la consultation de la base tout à l'heure, je parlais de la démarche. Vous avez des acteurs politiques dont les partisans se sont traités de tous les noms d'oiseaux. Il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, Joshua aussi était le plus grand traître de l'histoire politique du Cameroun. Subitement, Joshua aussi se retrouve à la même table que Maurice Kamto, dont on a dit tout le mal du monde. Vous comprenez un peu? Les mêmes gens du PCN qui se sont traités de tous les noms d'oiseaux avec les gens du MRC. Vous comprenez un peu? Se retrouvent aujourd'hui pour dire qu'ils vont voir ce qu'ils vont parler ensemble. C'est pour habiller l'oisiveté, monsieur, et divertir les Camerounais, comme dit mon ami Pierre. Alors, Arcel, dis-nous, vous qui êtes acteur de premier plan. Pénible, hein? Oui, là, justement, je vous le concède. Je suis acteur de premier plan, donc le seul à qui vous devez donner la parole. Je suis en train de vous donner la parole, justement. Permettez que je vous donne la parole. Et j'en viens. Arcel. Je ne comprends pas comment quelqu'un, sur votre plateau, parle de banditisme politique. Lorsqu'il parle de certains leaders politiques, vous le laissez terminer. Et quand je vais dire qu'il dit des bêtises, vous allez me couper. Enfin, honnêtement. Parce que vous dites essayez de tenir votre plateau. Bon, Monsieur Njoya a dit quelque chose de très vrai. Il dit que pour arriver au fait de faire quelque chose, il faut d'abord le penser. Il faut d'abord la penser, faire quelque chose. Il faut la penser. Donc, au fait de faire. Donc, il faut le penser. Donc, je suis d'accord. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. C'est une plateforme de... Mais
Moussa Njoya, permettez qu'il s'exprime. Non, je lui-même dit non, qu'il se soit réunis pour penser après. Monsieur Njoya, c'était un point de presse pour annoncer que nous allons se mettre ensemble pour travailler. Nous allons nous mettre ensemble. Finissez, Arsène. Quel est le problème? Mais il réussit à vous exprimer. Soyez imperturbable, finissez. J'essaye donc de vous expliquer. Vous avez pris la grammaire, on va y aller. Je dis... C'est une personne à la fois, Patrick. Arsène, vous avez la parole. C'est important de se réunir. Oui. Pour dire qu'on va penser. Et ensuite, arriver à des actions. Et une des actions qui sera issue de ce groupe de travail seront les propositions que nous allons faire et qui vont d'ailleurs aboutir à une proposition de loi que nous allons déposer à l'Assemblée nationale. C'est aussi simple que ça. Maintenant, il nous dit qu'avant de se réunir, il faut consulter sa base. Moi, je peux vous garantir que le président national du PCRN, Cabral Libi, avant toute chose, a organisé des constitutions. Des consultations en interne pour pouvoir dire déjà est-ce que c'est opportun pour nous d'y aller ou pas. Et il se trouve que ça a fait l'unanimité au sein de la base et nous sommes donc aujourd'hui... Vous avez commencé la base là. Nous allons... Oh, frère. C'est pénible. Allez-y. C'est pénible. Ne vous sentez pas perturbé, poursuivez. Ah, c'est difficile. Et donc aujourd'hui, nous sommes assurément engagés à aller au bout de ce que nous avons commencé déjà dès 2020. Bon, maintenant, moi, j'ai entendu... Il y a une question que je voudrais vous poser pour vous permettre peut-être de finir. On a parlé de la sincérité des acteurs tout à l'heure. Est-ce que vous ne redoutez pas justement le manque de sincérité de certains acteurs qui pourraient être avec vous à ce moment ou qui pourraient vous rejoindre après? Écoutez, moi, je suis un être humain. Je ne sonde pas les cœurs et les reins. Je ne sais pas ce qui va se passer dans la tête de tous les acteurs. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été des premières séances de travail dans ce groupe. Et pour l'instant, tout le monde participe avec humilité. Et je peux d'ailleurs vous dire que j'ai été impressionné. Pour moi, c'était honnêtement la première fois de ma vie de vivre une séance de travail de ce niveau-là, de ce niveau intellectuel. Parce qu'on peut critiquer, on peut les traiter de bandits, mais vous n'allez pas me dire que vous ne pouvez pas remettre en question les niveaux intellectuels de l'honorable Cabral Libi ou du professeur Maurice Kamto et de l'honorable... Est-ce que les bandits n'ont pas de niveau intellectuel? Non, c'est pour... Voilà. Il y a des agrégés en prison, maintenant, j'ai entendu encore une fois une énormité sur ce plateau. Quand on nous dit aujourd'hui que les députés du PCRN, on leur a donné de l'argent pour les micro-projets et ils n'en ont pas fait le bilan. Vous avez promis de nous donner quelques faits, juste pour rectifier cela. Oui, mais il y a énormément de faits. C'est-à-dire que lorsque donnez-nous quelques-uns juste pour rectifier cela. Lorsque je vous prends par exemple l'honorable Nouran, je vous dis qu'elle a initié une plateforme de formation au métier de la pisciculture pour 1000 jeunes. Pour 1000 jeunes. Je vous prends par exemple l'honorable Roland ici, qui accompagne les femmes rurales dans la création d'entreprises. Voilà que la pensée est rectifiée. Il a compris que l'argent de micro-projet sert à quelque chose. Oui, vous mettez quoi d'accompagner? Peut-être pas dans le RDPC. Attends, vous mettez quoi d'accompagner? C'est ça un bilan. Peut-être pas dans le... C'est avec ça qu'on veut gérer le Cameroun. Pas dans le RDPC, mais c'est avec ça que les jeunes veulent gérer le Cameroun. Accompagner, c'est un bilan. Moi, je comprends. Finir, Arsène. Vous ne pouvez pas me demander de finir maintenant alors que je n'ai rien dit. Tout le monde m'a coupé. Donc vous n'avez rien dit. Tout le monde m'a coupé. Non, donc maintenant, moi, je comprends qu'il est difficile aujourd'hui de n'avoir aucune place sur la scène politique et d'être simplement un contemplateur des actions des autres et de critiquer. Mais, monsieur Moussa Njoya, nous allons arriver à ce que vous souhaitez. Vous aurez les livrables que vous souhaitez. Et au moment où vous aurez les livrables, j'espère que monsieur Arnaud Guéfac va vous inviter sur ce plateau pour que vous puissiez poser un regard critique sur ces livrables-là. En attendant, vous ne pouvez pas préjuger de ce qui va sortir de quelque chose que vous ne connaissez même pas. Merci. Alors, en fait, tout ça, c'était pour dire que quoi? C'était pour dire que vous êtes un bandit intellectuel également. Allez-y. Non, je dis que c'est embêtant, n'est-ce pas, lorsque on est obligé, n'est-ce pas, de débattre avec des insultes. C'est la jeunesse politique. Oui, il faut apprendre, il ne faut pas avoir peur d'apprendre. Je crois que si les gens, n'est-ce pas, s'adressent à vous, peut-être que les gens aimeraient que vous soyez, n'est-ce pas, beaucoup plus prometteurs que et qu'ils y mettent la forme, donc. Oui. Parce que c'est difficile, n'est-ce pas, de discuter avec des gens, donc vous.
quand vous ne connaissez même pas comment votre... Oui, quand vous avez fait cette précision. Vous ne pouvez même pas connaître, même la superficie du Cameroun, vous ne... Préjugé. Est-ce que vous connaissez la superficie du Cameroun? Écoutez, continuez. Donnez la superficie du Cameroun. C'est quand même ridicule. Ce n'est pas, on n'est pas dans le même magasin collab. On n'est pas dans le même magasin collab. Patriot d'abord. On parle quand même d'un nature. On n'est pas là dans un magasin collab, s'il vous plaît. Alors, si vous ne voulez pas, je vous pose ma question, s'il vous plaît. L'objet, s'il vous plaît. Qui se ridiculise comme ça sur le plateau? S'il vous plaît. L'objet qui a réuni, c'est la révision du code électoral. Les prémices de cette idée-là avaient déjà été lancées par ELECAM, on se rappelle récemment, il y a quelque temps. Maintenant, est-ce que vous direz que ce regroupement de l'opposition est dans le même sens? Non, disons que... C'est-à-dire, est-ce que c'est la même logique? Est-ce que c'est la même logique? Si M. Ndobo me donne une seconde. Non, il me permet. Non, c'est moi qui donne la parole. Il vaut mieux lui donner la parole parce que sur ce plateau, s'il vous plaît, répondez. Oui, dans le même ordre d'idée, vous devez savoir que généralement, à la fin de chaque campagne, chaque activité, on demande aux responsables de l'ECAM, n'est-ce pas, de faire des rapports pour voir dans quelle mesure on peut davantage améliorer, n'est-ce pas, le travail qui a été fait. Et c'est dans le sens de l'amélioration, n'est-ce pas, du processus électoral, dans le sens de l'amélioration du déroulement du vote, que les responsables et l'ECAM font des rapports. Vous comprenez? Et généralement, donc, on peut s'enrichir de ça. Au niveau du Parlement, on peut s'enrichir de ça pour voir si on peut modifier le code électoral. Donc, si j'ai, en ce qui concerne les partis politiques, j'ai dit, n'est-ce pas, ce que de ça. Donc, je prête l'autre temps à M. Moussa. Non, malheureusement, c'est moi qui donne la parole. Et avant de donner à Moussa Ndoye, je vais d'abord donner à Bianca. Cette fois-là, pour parler de cette sortie du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, via son secrétaire national à la communication, Jacques Famdongo, qui a précisé que le sujet de révision du code électoral, justement, n'est pas tabou, mais il a précisé que le processus a des instances habilitées, justement, pour acter et enclencher le processus. Est-ce que vous avez compris cette sortie-là? Mais je vous ai dit ici que nous ne sommes plus dans la Grèce, on se retrouve à l'Agora. On a décidé qu'il y a des instances qui le font. Tout ce qu'on fait là, on est dans l'espace public. On anime l'espace public. Sauf que l'animation de l'espace public aujourd'hui, et ça montre, les téléspectateurs ont sans doute vécu et ils ont ri. On est dans la diversion. Cette diversion-là, j'ai peur qu'elle nous échappe. Et quand le professeur Famandongo écrit ce communiqué, il rit aussi. Lui-même, il est dans la diversion. Oui, il joue le jeu en disant, si vous voulez, allons sur ce terrain. Et ce terrain, il excelle parfaitement. Et quand il convoque le Parlement, il a raison. Parce que, actuellement, sauf cas de force majeure d'une révolution populaire, ça va se passer au Parlement. Ça va se passer au Parlement avec des acteurs qui s'y trouvent. C'est pourquoi je pense que l'assise du 1er avril, qui intervient quasiment un mois après, après l'appel du 1er mars de M. Kamto, pose un problème. Ça pose un problème de s'asseoir autour des acteurs. M. Ndoye a parlé tout à l'heure des questions d'idéologie. C'est vrai. Il y a des questions qui fâchent dans des sociétés où, lorsque l'autre camp est opposé, on doit rester sur ses gardes parce que c'est la base. Est-ce que M. Kamto, en allant hier aux assises à l'UDC, a stoppé le plan de résistance d'une certaine manière? Est-ce qu'il reste logique à son plan de résistance engagé depuis 2018? Est-ce qu'il ne s'est pas fait emporter? Parce que lorsque vous voyez ce qui fuse dans les milieux politiciens, c'est risible. C'est-à-dire, lorsque vous voyez ces communicants sur les réseaux sociaux, Mathieu Yumbi, revenir vous dire attention aux précisions, aux ceci, cela. C'est la diversion, on est dans la diversion. C'est pourquoi chacun doit rester logique. Lorsque vous décidez d'être un parti anti-système, vous restez un parti anti-système. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, avec les conséquences qui vont. Et c'est pourquoi je vous dis pour terminer, vous avez parlé de la sincérité des acteurs. Monsieur Ossi, je reviens là-dessus. Oui. Monsieur Ossi, au-delà de la tentative, on dit qu'il s'est auto-exclu, l'article 8.2 est en sa défaveur. Vous voyez dans quel moment? C'est à la suite d'une communication savamment orchestrée par son équipe pour faire
être face à l'honorable Nietzsche, les deux opposants. Cette diversion-là, les Camerounais en ont marre. Parce que même si le pouvoir en face RDPC quarantenaire, même s'il continue à être, au moins, il peut avoir des bribes d'un contrôle de cette action. Et cette action-là, ce sont des faits. Ce sont des matières possibles. Je vous ai parlé tout à l'heure de la prise en charge dans nos écoles, la prise en charge dans nos marchés. Le Cameroun est l'un des rares pays, je suis par là, où Covid-19, aucun ménage ne reçoit un masque de l'État, alors que 150 milliards, agents des impôts de Camerounais, est croqué par des gens qui décident. C'est là le vrai problème. Et vous verrez chaque fois, certains élus sont autour de la table avec le ministre de la Santé, en train de négocier. Ils négocient quoi? On est fatigué de cette manière de faire. Il faut passer à une autre étape. Alors, Moussa Njoya, je convoque votre concision et votre précision compte tenu du temps qui nous reste imparti à cette émission. Pardon. Et je vous prie de répondre essentiellement à mes questions. Quel est le processus qui, selon vous, devrait aboutir à la révision du code électoral? Le processus, je pense que tout à l'heure, quand je parlais de la convocation de la base, de la consultation de la base, de manière formelle, je ne dis pas que les gens s'asseyent dans leur chambre et imaginent des consultations. Vous avez vu ce que Elekam a fait. Elekam a fait un courrier pour consulter sa propre base, à savoir les délégués régionaux, que suite à la tenue des différentes élections et vos observations, vous avez 8 jours pour me transmettre vos propositions en vue d'une éventuelle modification du code électoral. Non seulement on vous donne le contexte, on vous donne la perspective et on vous donne des délais clairs. Vous comprenez un peu? Ce qui devrait se passer, c'est très simple. Des gens, on est dans la société, on se connaît tous. On sait qui s'occupe de l'affaire des élections. Quand vous voyez la société civile, on sait qu'il y a un monde à venir de Philippe Nanga. Vous avez Nouveau droit de l'homme de Hilaire Kamga avec Cyril Bechon. Vous avez, dans une certaine mesure, dynamique citoyenne. Elle dit convoquer un peu les acteurs de la société civile. Les acteurs politiques, vous savez, si vous dites que c'est une approche institutionnelle, vous avez les 34 partis politiques représentés au Parlement et dans les mairies. Maintenant, si c'est un ancrage idéologique, vous dites par exemple, je peux comprendre que l'UMS, Union des mouvements socialistes, l'AFP, le CPP et le SDF, qui sont des mouvements socialistes, se retrouvent ensemble parce qu'ils n'auront pas la même vision du code électoral qu'un parti qui est peut-être de droite. Maintenant, ceux qui ont pour programme politique et idéologie la jeunesse, on ne sait pas où ils sont très bien. Pour dire que voilà la démarche pour rassembler. Et c'est en ayant rassemblé les propositions des gens en amont qu'on se retrouve, la première réunion doit être destinée aux arbitrages. Tu comprends un peu? Vous comprenez un peu? Parce que nous avons reçu les propositions. Nous nous entendons pas sur 2, 3, 4 points. On s'assoit, on fait l'arbitrage. La deuxième réunion, c'est pour dire que suite à la publication de notre code consensuel, voici les actions que nous allons entamer auprès des chancelleries, des partenaires de développement, du Parlement camerounais, de la présidence de la République, de la primature, de l'ECAM, etc. Vous comprenez un peu? Vous ne dites pas aux gens qu'au détour d'un petit déjeuner, parce que vous ennuyez justement à l'Assemblée nationale. Dites ce qui doit être fait, laissez ce qui ne doit pas être fait. Vous avez dit que, vous dites maintenant qu'on va se réunir pour penser ce qu'on va, pour voir si on va penser quelque chose. Ça me rappelle le projet du gouvernement, on dit souvent que séminaire sur l'éventualité d'un séminaire sur le comité de pilotage d'un séminaire. C'est un peu ça que ça va dire, avec pour délai bientôt. Vous comprenez un peu? C'est de la diversion, ce qui se passe là. Donc voilà, le canevas juridique, le canevas logique ou le cadre logique pour un tel processus, il est universel. Il a été fait au Sénégal, il a été fait au Ghana, il a été fait en Côte d'Ivoire. Et vous souhaitez qu'il se fasse au Cameroun? Et nous souhaitons qu'il se fasse au Cameroun selon les règles de l'art, pas selon des règles de la roubladise politique qui est devenue la pratique permanente de certains acteurs. Vous avez vu qui gagnent même les marchés au ministère de la Santé. Vous avez parlé, Arcel vous a écouté religieusement. Valenka. Je vous prie d'observer la même attitude quand Arcel va prendre la parole. Et tout de suite, Arcel, je vous donne la parole justement pour comprendre. Vous avez engagé un processus depuis quelque temps. On a vu le regroupement d'hier. C'est quoi le processus? Vous voulez partir de là jusqu'où concrètement? Quel est le processus? Bon, je vous ai dit que l'objectif, évidemment, c'est d'arriver à déposer une proposition de loi à l'Assemblée. Donc, ce n'est pas un code qu'on va rédiger chez nous comme ça. Si on doit rédiger un nouveau code ou des amendements qu'on va rédiger dans nos chambres.
s'asseoir dessus. Donc, jusqu'au 15, on recueille toutes les contributions, que ce soit celles du CPP, que ce soit celles des acteurs de la société civile ou... Vous téléchargez ou bien vous les retirez. Permettez Non, c'est important, parce que c'est disponible sur le net. Permettez qu'il finisse. Allez-y. C'est disponible sur le net. Allez-y, Arcel, allez-y, pardon. Bon, ok. Il y a 20 tomes de Je propositions. disais qu'il y a effectivement, du moins, on a ouvert les contributions à tout le monde. Donc, on peut aller les télécharger sur Internet. Encore qu'ils peuvent être réactualisés. Laissez-moi terminer, c'est pas possible. Donc, vous pouvez avoir vous-même vos propres propositions. On est d'accord que vous avez publié sur Internet, mais vous ne souhaitez pas qu'on les utilise. Donc, on vous propose, si vous le souhaitez, de nous transmettre ces propositions. On ne va pas faire la démarche d'aller télécharger des propositions de quelqu'un qui ne souhaite pas faire partie de ce groupe de travail. Certains nous traitent de roublards. Si M. Moussa Njoya a déjà publié des propositions, on ne va pas les utiliser parce qu'il ne souhaite pas que son nom soit associé à ce dit groupe de roublards, comme il le dit si bien. Bon, maintenant, pour finir, j'aimerais revenir sur le courrier du ministre d'État, le professeur Famndongo. Il a raison sur un seul fait. C'est que la révision du code électoral n'est pas un tabou. Surtout se passera à l'Assemblée. Et c'est une évidence. On l'a dit dans notre communiqué, je parle du communiqué du secrétaire général du PCRN, M. Boubakari Massardine, mais j'ai été quand même un peu déçu de devoir subir toute cette lettre pour arriver à une évidence. En fait, quelque part, je me dis, ce monsieur, c'est quand même le chancelier de nos ordres académiques. À un moment, je comprends que messieurs Njoya et messieurs Nka espèrent encore une intégration quelque part. Non, je vis hors de l'université, monsieur. Mais je vis hors de l'université. Il faut le dire aux contractuels d'administration de l'université de Yaoundé 2 qui ont trahi leurs camarades en 2005 pour que Tabi Manga les recrute. Monsieur Njoya, il faut le dire aux contractuels de Yaoundé 2. Non, monsieur Axel. C'est eux qui écrivaient les lettres à Famndongo pour particulièrement. Il ne peut pas tolérer que vous avancez des mots de ce style me concernant. Il faut le dire à votre leader qui écrivait des lettres d'excuses à Famndongo en 2010. C'est important. Le ministre Famndongo, je ne le connais pas. Je n'attends rien de l'État qui peut passer par des voies obscures. Sachez que les gens gagnent très bien leur vie. Je vis hors de ce contact. Donc, malheureusement, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis. On va revenir demain. Restez scotchés. Si vous avez la télécommande, gardez-la parce que dans quelques minutes, le grand journal de Michael Tipkio entre en scène. Ne bougez pas, annoncez le journal à votre voisin. Nous vous revenons lundi avec une autre émission, le débrief de l'actualité. À bientôt. Excellent week-end à tous.